Notre invité aujourd'hui, Jean-Loup Durossé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe médical Noalis. Vous détenez notamment la clinique Natessia à Lyon. Quelle est la situation d'abord des établissements privés du département pendant cette deuxième vague? La situation est différente un peu de la première vague. Comme vous le savez, on a un accroissement de l'activité médicale liée au Covid et un accroissement plus lent mais tout à fait présent des lits de réanimation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors les établissements privés ont été sollicités dès le début, contrairement à la première vague, et donc se sont mobilisés en fonction de leurs compétences chacun. Donc les établissements ayant des lits de réa sont déjà en activité réa maximum, et les établissements comme Natessia, qui n'avaient pas de lit de médecine, ont commencé à réactiver des lits pour transformer leurs lits en lits de médecine. Et c'est ce que nous avons fait sur Natessia cette semaine, pour venir en aide à nos collègues. Vous nous expliquez que la situation se passe mieux, qu'il y a plus de collaboration avec le public, entre le public et le privé pour cette deuxième vague. Comment ça se passe concrètement? Comment se sont décidées les choses? Alors, concrètement, l'agence donne des directives. Elle indique la baisse d'activité chirurgicale en particulier, la déprogrammation, ce qu'on évoque régulièrement. Elle donne le rythme des contraintes, en fait. Mais par contre, elle laisse à l'initiative des acteurs, dans le cadre de ce qu'ils appellent des hubs, des réunions, en fait, intersecteurs. Il y a 4 hubs ici sur le département du Rhône. Laisse les acteurs s'organiser quelque part pour essayer de détendre un peu les tensions éventuelles qu'il pourrait y avoir. Et c'est au sein du hub qui est à Natessia, en face d'Édouard Herriot, et avec nos collègues d'Édouard Herriot, qu'on a essayé de trouver des formules d'adaptation pour les aider à absorber la vague qui était spectaculaire et qui reste spectaculaire, pour essayer de les détendre un peu sur le secteur médecine Covid. Aujourd'hui, clairement, vous êtes plus sollicité dans le privé pour cette deuxième vague que ça a été le cas pendant la première. Il y a eu des améliorations. Tout le monde a appris de cette première vague. Tout le monde a appris. Je pense que tout le monde, à la fois, la déprogrammation était une sidération. On n'avait jamais vécu ça. Le fait de solliciter les établissements privés, il y a eu quelques hésitations en leur disant est-ce qu'on va transférer des patients ou pas. Aujourd'hui, c'est complètement acquis. Et franchement, les services de réanimation ont su, en privé comme en public, upgrader aussi leurs capacités. Et les gens ont augmenté les capacités d'accueil. Ça s'est fait, je dirais pas facilement, mais plus facilement que la première vague, ce qui a permis de répondre et de faciliter l'extension de la conséquence des passages en Covid et en réanimation. Vous parliez des déprogrammations à l'instant. Il y en a à Natessia également actuellement. Bien sûr, la seule activité qui reste continue pour nous, mais vous savez qu'il y a 2 activités continues, la dialyse et la maternité. La maternité, c'est faire comme avant avec la présence du Covid tout autour. Donc on accueille évidemment dans toutes les maternités du département toutes les jeunes mamans qui vont accoucher avec leurs compagnons, et on essaye de faire en sorte que ce moment très particulier de la naissance soit le mieux possible dans un contexte extrêmement difficile. Pour le reste, on a déprogrammé notre activité chirurgicale et on reste dans les recommandations que sont pas de perte de chance, pas de traitement de cancéreux décalé, et de faire en sorte que les patientes puissent avoir une réponse appropriée. Donc la perte de chance est laissée à l'initiative des chirurgiens. Et pour les activités autres, ça nous a libéré des lits et on s'est donc transformé. Et je tiens à signaler aussi que la coopération elle a lieu entre les établissements publics et privés. Et pour ce qui est de Natessia, on a mobilisé la médecine de ville et on a eu avec vraiment beaucoup de satisfaction la mobilisation de 5 médecins généralistes exerçant dans notre proximité qui se sont portés immédiatement volontaires pour venir travailler avec nous sur l'unité qu'on ouvrait. Et aujourd'hui, vous avez encore de la place pour accueillir des patients Covid ou déjà ça commence à être très tendu? Donc, clairement, aujourd'hui, on a démarré notre activité ce début de semaine, donc on a encore de la place. On souhaite que ce se fasse progressivement et en concertation avec nos collègues d'Édouard Herriot. C'est fonction en fait de leur niveau d'activité, niveau de saturation que l'établissement va répondre. On pense qu'avec les 15 places qu'on a mis à disposition, on va quand même soulager la partie hospitalière d'Édouard Herriot, qui lui permettra peut-être de reconsidérer la place de la réanimation, peut-être la place d'autres patients qui en ont besoin. Là, vous nous dites, vous venez juste de commencer, 15 places de disponibles, il y en a combien déjà d'occupés? On est au 3e accueilli ce matin, et donc on attend les autres patients maintenant, on est un peu rodé, et on pourra peut-être les accueillir dans de meilleures conditions encore. Alors, on voit également depuis quelques semaines maintenant des transferts de patients de la région vers d'autres régions, bien sûr pour essayer de désengorger les services dans les hôpitaux. Il y en a 200 au total qui sont annoncés par l'Agence régionale de santé pour les prochains jours. Vous regrettez quand vous voyez ces transferts de ne pas être peut-être plus sollicités dans le privé?
Honnêtement, je comprends le transfert. Ça se faisait de façon classique pour d'autres activités. Il y a eu, par exemple, sur la néonatologie, il nous arrive parfois, en situation normale, de transférer vers d'autres régions. Et je pense qu'en termes de patients, les services qui ne sont pas saturés mais expérimentés, qui peuvent être d'autres CHU, qui accueillent des patients de réa, je considère que c'est un bon choix de les transférer plutôt que d'upgrader sans limite des gens qui n'ont pas encore tout à fait la sécurité ou la stabilité. Donc je trouve que ce n'est pas choquant. Dans le premier temps, les acteurs n'étant pas tous mobilisés, on pouvait avoir cette hésitation. Aujourd'hui, on est tous mobilisés, on répond tous présents. S'il y a des transferts, c'est aussi pour laisser quelques lits disponibles au cas où on est vraiment dans une situation compliquée. Et pour ne pas arriver à une saturation effectivement des hôpitaux dans notre région. D'un point de vue plus global, justement, vous vous attendiez, vous, à cette ampleur de cette deuxième vague ? On s'attendait à la deuxième vague. Je pense que... Mais qu'elle soit aussi forte, peut-être pas ? Non, peut-être pas aussi forte et surtout pas de cette manière-là. C'est-à-dire que la première vague, vous vous souvenez, il y avait une montée en parallèle des malades atteints du Covid hospitalisés et de la montée de la réanimation. Là, la deuxième vague est un peu différente. Il y a une montée très rapide des malades hospitalisés et une montée un peu plus lente des malades en réanimation, ce qui a amené une grande saturation des lits de médecine en grand nombre. Quand j'ai vu passer le seuil de la première vague à 3100 à peu près sur la région, là on s'est dit c'est plus tout à fait la même chose. Il va falloir mobiliser beaucoup plus de lits, beaucoup plus d'équipes sur un accueil. Aujourd'hui, on est bien au-delà des 3000. On est plus du double, on a plus de 6500 sur la région, effectivement. Ce qu'on pouvait craindre, c'est effectivement d'atteindre les 7000 lits qui commenceraient à être très compliqués pour notre région. Alors, la région est une des plus impactées. C'est aussi une région des mieux équipées. C'est aussi un peu notre chance dans cette région d'avoir un tissu hospitalier, public, associatif, privé, de grande qualité et de grande intensité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements de grande taille qui permettent d'absorber, je pense, ce volume-là. Une question concernant l'annonce de Pfizer hier d'un vaccin qui serait efficace à 90%. En tant que professionnel de santé, j'imagine que c'est une excellente nouvelle pour vous d'apprendre cela. C'est une excellente nouvelle, ça permet d'espérer. Il faut ensuite définir les modalités et définir la mise à disposition. Mais ça peut effectivement nous soulager d'une troisième ou d'une quatrième vague que l'on redoute encore. Il faut voir les choses en face. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire si 2021 sera une année sereine ou pas du tout. Donc l'annonce d'un vaccin, on l'attendait depuis longtemps, on en est tous très heureux et on espère que la solution sera efficace, bien évidemment. Justement, vous évoquez cette éventuelle troisième, quatrième vague. On ne sait pas effectivement comment va continuer la circulation de ce virus. Est-ce que vous considérez justement que ce deuxième confinement, il doit se poursuivre, qu'il ne faut pas aller trop vite pour éviter justement ces éventuelles troisième et quatrième vagues ? Moi, j'ai l'impression que tous les Français ont compris que l'objectif du confinement, c'est de ralentir la progression de l'effet Covid. Donc aujourd'hui, je trouve des citoyens plutôt disciplinés, je trouve des gens qui portent le masque, je le vois dans les établissements, il n'y a pas d'abus, les gens respectent les consignes que l'on donne de la distanciation et du port du masque. Je crois qu'on a compris qu'il fallait ralentir. L'avancée du Covid deuxième vague est tellement spectaculaire que si on ne fait rien, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait monter. Donc oui, il faut contraindre, oui, il faut trouver un peu de délai, et oui, il faut éviter la montée en charge trop rapide de cette pandémie. Et aller peut-être un peu plus loin, au-delà du 1er décembre, avec cette perspective des fêtes de fin d'année. Il faut, selon vous, d'ores et déjà préparer les Français, les fêtes de fin d'année. Noël, il ne faudra pas de grands rassemblements cette année ? Je ne suis pas à la place des décideurs et je sais que le Premier ministre doit s'exprimer prochainement sur un certain nombre de choses. Nous sommes prêts, je dirais, à passer des fêtes en difficulté, ce que l'on souhaite évidemment pas. Mais si on devait faire appel à nous, on sera là, l'ensemble du parc hospitalier sera présent. Merci beaucoup Jean-Loup Durousset d'avoir pris un peu de temps pour venir sur notre plateau ce soir sur BFM Lyon.